Ces documents rassemblent une vaste synthèse des enseignements de Dale Carnegie, explorant les principes fondamentaux pour optimiser la communication, asseoir son leadership et vaincre le stress. L'impact de ces principes fondateurs repose sur leur traduction immédiate dans la réalité quotidienne du lecteur. Complètement. Et pour le coup, on a là une véritable mine d'or d'idées intemporelles, une base vraiment solide. Absolument. Pourtant, en parcourant ces notes, j'ai remarqué que le matériel s'appuie beaucoup trop sur de grandes règles théoriques. Tu veux dire que c'est trop abstrait ou rigide? En fait, c'est surtout illustré par des figures historiques ou des gens inaccessibles. Ah ouais, tu fais référence aux anecdotes grandioses qui parsèment le texte. C'est ça. Mais l'exemple qui m'a le plus interpellé, c'est ce fameux pilote d'avion dont le mécanicien s'est trompé d'essence. Ah oui, le pilote qui risque un crash mortel Exactement. et qui, au lieu d'exploser de rage contre son technicien, garde un sang-froid parfait pour préserver l'amour-propre du gars. C'est typiquement le genre d'histoire qu'on retient, non? On s'en souvient comme de la scène finale d'un film d'action, ouais. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment utile pour nous? Et c'est bien ça le problème. Le lecteur, il se dit juste « D'accord, un grand pilote de ligne qui frôle la mort doit garder son sang-froid. » Sauf que mardi matin, à la machine à café du bureau. Le lecteur, il désamorce pas une bombe. Mais grave. Il pose pas un avion en détresse, il gère juste un collègue un peu agaçant ou un retard sur un dossier comptable. Et c'est là toute la faiblesse de cette approche en fait. Ces exemples créent une immense distance psychologique. La théorie, elle plane à 10 000 mètres d'altitude sans jamais atterrir dans le salon du lecteur. Sans mauvais jeu de mots avec l'avion, bien sûr. Absolument. Mais tu vois, l'engagement s'effrite parce qu'il n'y a aucun pont vers la banalité de la vie ordinaire. Ouais, on comprend intellectuellement qu'il faut pas critiquer, mais on sait pas du tout comment l'incarner quand la pression du quotidien monte. Exactement, alors comment on ramène cet avion au sol? La suggestion ici, c'est de déplacer radicalement le projecteur de ces grandes figures inaccessibles vers l'individu commun. Donc parler à monsieur et madame tout le monde. Voilà. Le document devrait vraiment créer des micro-scénarios, tu vois, de petits jeux de rôle ancrés dans la banalité la plus stricte du quotidien pour illustrer chaque grand principe. C'est super intéressant ça. T'aurais un exemple précis en tête? Bien sûr, prends le tout premier principe de Carnegie. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Le classique. Au lieu du pilote d'avion, prenons une situation que tout le monde redoute. Imagine un parent qui rentre chez lui le soir. Il est 19h, il est épuisé. A pour la 3e fois de la semaine, oublié de sortir les poubelles. Ah, la fameuse poubelle. Et l'ado est vautré sur le canapé, scotché à son téléphone. Là, je pense que le premier réflexe de 99% des gens, c'est de soupirer très bruyamment ou de lancer une phrase assassine. Du genre, tu peux pas faire la seule chose que je te demande dans cette maison, quoi. C'est ça. Ah. C'est automatique. Et le livre te dit gentiment, ne critiquez pas. Super! Mais je dis quoi à la place du coup? Exactement. Le document de cette session devrait me donner les mots précis. Il devrait décortiquer la scène. Comment appliquer Carnegie à cet instant T? En proposant une réplique alternative peut-être? Quelque chose comme je vois que tu es en plein milieu de ta partie, mais voir cette poubelle pleine m'ajoute pas mal de stress après la journée que je viens de passer. Tu peux t'en charger à la fin de ton niveau? Ah ouais, ça change tout. La dynamique est complètement différente. Parce qu'on montre la friction de l'application. C'est pas facile à dire sur le moment. C'est clair. Et on peut faire exactement la même chose au bureau, j'imagine. Totalement. Prends un manager qui reçoit un rapport financier rempli d'erreurs 10 minutes avant une grosse réunion. Le stress total. S'il doit appliquer ne condamnez pas, quelles sont les phrases exactes à prononcer pour corriger son collègue, sans le braquer? Le texte doit fournir ces scripts-là. Ouais, je vois. Et je suppose que ça s'applique aussi au principe de s'intéresser sincèrement aux autres. Absolument. Dans le document Aptiev, on cite l'expérience de Bill McKellayla ou de Lynn Polish. Ce sont d'excellents cas d'école professionnelle, c'est vrai. Oui, mais ça reste très théorique. Si je veux que le lecteur expérimente vraiment la fameuse phrase de Carnegie qui dit que le sourire s'entend même au téléphone, Ah, j'adore cette phrase. elle est top. Mais pour la vivre, je dois lui donner un défi quotidien ultra précis. Un défi du genre... Demander au lecteur, dès sa prochaine sortie, de poser une question ouverte sur un détail précis à son boulanger. Ah oui, carrément. Ou à ce collaborateur très discret du service comptabilité avec qui il parle littéralement jamais. S'il le teste en commandant une pizza ou en appelant le support informatique de sa boîte. Voilà. Et qu'il constate par lui-même que le ton de la voix en face change du tout au tout, l'apprentissage, il devient viscéral. C'est par l'expérience directe qu'on retient la leçon. En ramenant ces concepts à une échelle humaine, le lecteur devient vraiment le leader de sa propre vie. Tout à fait. Mais pour que ces micro-scénarios fonctionnent, il faut un écrin adapté.
La juxtaposition de plusieurs listes et résumés distincts nécessite un fil conducteur narratif pour éviter l'effet d'inventaire. L'effet d'inventaire. Tu trouves que le document actuel ressemble à une liste de courses? Franchement, c'est un peu ça. Le document passe de manière extrêmement abrupte du résumé des principes de comment se faire des amis à une nouvelle section intitulée « Trouvez le leader en vous ». Et ensuite, ça saute vers « Triompher de vos soucis ». Exactement. C'est une structure complètement en silo. Si je regarde la section Livre d'or, on y trouve une énumération brute allant de 1 à 30 principes. Attends, 30 principes d'affilée? Ouais. Genre 1, ne critiquez pas, 2, complimentez honnêtement, et ça jusqu'au 30e. Jusqu'au numéro 30, oui. Et soudainement, bam, la structure bascule sur des sessions des questions-réponses. Ah oui, ça casse le rythme. C'est une faiblesse majeure dans le flux de lecture. Cette structure, ça donne vraiment l'impression d'un copier-coller qui brise totalement la progression logique. C'est vrai que ça finit par submerger l'audience sous une avalanche de données complètement disparates. Personne ne peut retenir 30 lois de comportement d'un coup, et encore moins les appliquer. Je suis persuadée que c'est trop lourd, oui. Mais en même temps, s'il s'agit d'un document de synthèse de 3 livres différents, c'est pas logique de conserver les titres et les structures originales de ses œuvres. L'auteur a sans doute voulu respecter l'intégrité du matériel de base. Je comprends l'intention, sauf que le travail de l'auteur original, donc Carnegie, est déjà structuré pour ses propres livres. Notre rôle ici, dans notre exploration d'aujourd'hui, c'est de rendre cette synthèse digeste et immédiatement applicable. Donc on casse la structure originale ? Le lecteur qui consulte ce document, il ne veut pas un index bibliographique, tu vois. Il veut une méthode. La suggestion ici, ce serait de réorganiser complètement le contenu. Ok. Au lieu de classer les informations par titre de livre, pourquoi ne pas structurer l'ensemble selon un parcours chronologique qui épouse fidèlement la journée type du lecteur? On abandonne l'approche par ouvrage pour adopter le rythme naturel d'une journée de 24 heures ? C'est ça. C'est hyper audacieux. Comment tu verrais ça concrètement ? On pourrait diviser le document en 3 ou 4 grandes parties temporelles. Par exemple, la première partie s'intitulerait « Le matin, préparer son esprit ». D'accord. C'est ici que l'auteur puiserait dans les enseignements de Triompher de vos soucis. Parce que le document source liste actuellement 4 bonnes habitudes pour éviter la fatigue et le stress. Oui, je m'en souviens, comme le fait de débarrasser son bureau des papiers inutiles ou d'exécuter les tâches par ordre d'importance. Exactement. Mais au lieu d'avoir ça perdu à la page 40 sous le titre abstrait d'un livre, on place ça dès le tout début de la lecture. Au moment même où le lecteur planifie sa propre journée, en fait. Voilà, disons pendant son trajet dans les transports en commun. On lui enseigne comment forger une tournure d'esprit, de paix, avant même d'avoir mis un pied au bureau. Ça a beaucoup plus d'impact. Bien sûr. On aborde le concept d'anticiper l'inévitable pile au moment où il redoute sa réunion de 9h du matin. Je vois parfaitement l'idée. Et du coup, ensuite, on arrive naturellement à la deuxième grande section de la journée. Au bureau, inspirer et collaborer. C'est le cœur de la tempête. Et c'est là qu'on pioche de manière ultra fluide dans les 2 autres livres en fait. Comment trouver le leader en vous et comment se faire des amis. Exactement. On met les principes de leadership en action en temps réel. Imagine la scène, il est 14h. Le fameux coup de barre de l'après-midi. Ouais. Et le lecteur fait face à un conflit avec un autre département de son entreprise. C'est le moment précis de placer le principe fondamental qui est « laisser l'interlocuteur sauver la face ». Plutôt que de lui faire la morale devant tout le monde. Le document doit lui expliquer que dans cette salle de réunion virtuelle ou physique, il doit poser des questions pour guider l'autre vers l'erreur, plutôt que de donner des ordres directs ou de le pointer du doigt. Le lien entre la théorie et la pratique, ça devient une évidence chronologique. C'est brillant parce que le lecteur n'a plus à se demander quel livre de Carnegie il doit utiliser à quel moment. C'est la structure temporelle qui lui donne le bon outil. C'est ça. Et pour clore cette boucle, la troisième partie, ce serait logique que ce soit le soir. Renforcer son cercle intime. Exactement. Après la frénésie du bureau, on passe la porte de chez soi. Et là, l'auteur pourrait regrouper les principes liés à l'empathie profonde et à l'écoute active. C'est l'instant parfait pour utiliser le chapitre sur l'importance de la reconnaissance et des éloges, mais appliqué à la sphère privée. Dire un vrai merci à son partenaire pour avoir géré la logistique de la maison, par exemple. Ou écouter ses enfants parler de leur journée d'école sans les interrompre direct pour leur donner des leçons de morale. C'est un super exemple. En étalant les concepts sur 24 heures, on supprime totalement cet horrible effet de liste de courses pour créer un véritable mode de vie continu. La lecture devient un vrai accompagnement, tu vois. Une sorte de compagnon de route. Mais même avec cette nouvelle fluidité, il y a un dernier écueil qui est quand même massif dans ce document. Ah oui. L'appropriation viscérale des concepts par le lecteur demande une interactivité qui va bien au-delà de la simple lecture de quiz scolaire.
Tu lis dans mes pensées, tu parles des fameuses rubriques questions et réponses qu'on trouve à la fin de certains chapitres. Complètement. Prenons la section sur l'amitié. Le texte nous présente un bloc qui se lit littéralement comme ça. Question. Quelle est la principale leçon à retenir sur l'amitié selon Dale Carnegie? Et la réponse? Réponse. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous ne le pouvez en 2 ans en essayant de les amener à s'intéresser à vous. Oh la vache, c'est très scolaire. C'est hyper scolaire, on dirait les annales d'un examen de fin d'année. Et y en a d'autres des comme ça? Genre, quel est l'objectif principal des enseignements de Carnegie? Avec la réponse bien institutionnelle juste en dessous. La faiblesse ici, elle est vraiment criante. L'inclusion de ces listes à puces brutes et de ces quiz, ça plombe littéralement l'ambiance du texte. Ça lui donne une tonalité super froide. Froide et mécanique, oui, ce qui est un comble quand on parle d'un auteur comme Dale Carnegie. C'est clair, toute sa philosophie repose sur la chaleur humaine. Sur la compréhension de l'autre, l'empathie, l'écoute. Transformer ça en un exercice de mémorisation bête et méchant, c'est trahir l'esprit même du texte original. Absolument. Je veux dire, si je coche la bonne case à la question « Comment se faire des amis ?», ça veut pas dire que je suis moins seule dans la vie. Ça veut juste dire que j'ai une bonne mémoire à court terme. C'est tellement vrai, d'où la nécessité absolue de corriger le tir. Et la suggestion, elle est simple mais radicale. Il faut impérativement transformer ces tests statiques en incitation à la réflexion personnelle. Et en exercice d'auto-évaluation introspectif. Voilà, le texte doit arrêter d'être un professeur qui te fait passer un partiel pour devenir un coach qui te met au défi. J'aime beaucoup cette image du coach, mais concrètement, comment on passe du quiz au coaching sur un document écrit? Prenons l'anecdote de Lynn Puvajic ou la fameuse lettre de la secrétaire qui figure dans le texte actuel. Au lieu de demander quelles leçons pouvons-nous tirer de la lettre de candidature, ce qui appelle une réponse de perroquet. On transforme ça en mise en pratique immédiate. Exactement. L'auteur pourrait écrire une consigne hyper directe au lecteur. Du style ouvrez votre boîte mail de réception dès maintenant. Mieux encore. Pensez au prochain email important que vous devez envoyer ou à la lettre de motivation sur laquelle vous bloquez en ce moment. Prenez votre brouillon actuel. Regardez combien de fois vous avez écrit les mots « je »,« mon »,« mais ». Ouh, ça fait mal en général. Oui, parce qu'on le fait tous. Et là, la consigne continue. Maintenant, prenez 5 minutes, montre en main, pour réécrire votre introduction. Interdiction absolue de parler de vous ou de ce que vous voulez. C'est dur ça. Très dur. Concentrez-vous uniquement sur les problèmes et les besoins de votre interlocuteur. Constatez par vous-même qu'est-ce qui change dans l'énergie de votre message. C'est un exercice de haute voltige. J'imagine le lecteur devant son écran et il a l'habitude d'écrire « Je vous écris parce que je cherche un emploi et que mes compétences matchent avec vos besoins ». C'est ça. Mais avec cette incitation, il doit se forcer à écrire quelque chose comme « J'ai lu avec attention votre dernier rapport annuel concernant vos défis logistiques sur le secteur européen. Il semble que l'optimisation des flux soit une priorité absolue pour vous cette année. » C'est un changement de paradigme total. Immédiat même. On n'est plus dans la théorie là, on est dans les tranchées avec lui. Et cette logique d'introspection, elle marche pour absolument tous les sujets du document. Même les plus personnels. Regarde la partie sur les techniques de gestion du stress issues de « Triompher de vos soucis ». Le texte source énumère les 4 questions clés pour analyser un souci, c'est ça, hein? Oui, la fameuse petite liste. Quel est le problème? Quelles en sont les causes? Quelles sont les solutions? Et quelle est la meilleure? Lues sous forme de tirets, ces questions glissent sur le cerveau sans jamais s'y accrocher. C'est clair, on les lit et on les oublie la seconde après. Pour améliorer ça, l'exemple concret, ce serait de convertir ces 4 puces en une matrice visuelle, un véritable espace de travail sur la page. Oh, j'aime bien ça. L'auteur pourrait carrément interpeller le lecteur, du genre « Prenez ce problème précis qui vous a empêché de dormir la nuit dernière ou ce dossier qui vous ronge l'estomac depuis lundi. Prenez un stylo. Ne lisez pas la suite de cette page tant que vous n'avez pas rempli ces 4 cases avec votre propre angoisse. » On force l'arrêt sur image. On oblige le lecteur à se confronter à lui-même. C'est d'ailleurs mentionné dans les notes de l'auteur. Le leadership moderne a évolué vers des approches axées sur le coaching. Tout à fait. Ce document de synthèse doit être le premier représentant de cette évolution. Le lecteur n'a pas besoin qu'on lui décerne un bon point parce qu'il a bien retenu la date de parution d'un livre. Il a besoin de ressentir physiquement que son approche avec son patron ou son conjoint s'est apaisée, parce qu'il a pratiqué le concept. En remplaçant l'évaluation théorique par l'expérimentation pratique, le document accomplit sa vraie mission. Eh bien, nous avons parcouru pas mal de chemin dans notre analyse d'aujourd'hui. Oui, c'était intense. Cette matière première possède déjà une immense qualité